C'est bon, on a le verre? Ok, il nous faut 15 minutes, le temps de terminer les sacs et je vous rencontre dès qu'on est sur le départ. Leur mission est confidentielle. Ils sont spécialistes dans l'art de la dissimulation et s'infiltrent par tous les moyens. Ces commandos du 13e régiment de dragons parachutistes maîtrisent l'art de pénétrer les lignes ennemies. Cette nuit, dans le plus grand secret, ces caméléons vont se fondre dans la population pour collecter du renseignement. L'objectif, voir sans être vu. Et pour vraiment être fin sur les analyses, on utilise la thermique qui nous permet de voir bien ce qu'ils font de nuit. Donc on verra très bien la personne faire les gestes, s'il y a des échanges d'armement ou quoi que ce soit, on le verra. De précieuses informations récoltées, autant d'indices susceptibles de prévoir les prémices d'un conflit. Des éléments d'aide à la décision et à la planification d'actions militaires aussi. Immersion dans le monde de l'invisible, celui du renseignement militaire. Aucune opération militaire ne peut être conduite sans renseignement. Il faut gagner la guerre avant la guerre, comme l'affirme le général Burkhardt, le chef d'état-major des armées dans sa vision stratégique. C'est encore plus vrai aujourd'hui, où les guerres hybrides se conjuguent à la combinaison permanente de la compétition, de la contestation, voire de l'affrontement. Alors accéder à la réalité d'une situation et anticiper celle de demain, à une époque où certains sont en mesure de la falsifier, c'est le défi de la DRM, la direction du renseignement militaire. Au quotidien, ces 2000 spécialistes civils et militaires, en lien avec les unités renseignement des trois armées, mettent tout en œuvre pour conserver un temps d'avance sur nos adversaires ou compétiteurs. Un bon renseignement, c'est un renseignement fiable, donc quelque part recoupé. C'est un renseignement qui est unique et qui permet quelque part d'être valorisé, soit en l'échangeant contre un autre très bon renseignement qu'on n'arrive pas à obtenir, soit parce qu'il apporte à notre hiérarchie, au niveau politique ou au niveau militaire, une vraie vision des choses, sans être influencé par d'autres pays ou d'autres acteurs. Installée au cœur du ministère des Armées à Paris, ainsi qu'à Creil dans l'Oise, la DRM a été créée en 1992 à l'issue de la guerre du Golfe. Alors, il y a 3 missions principales. La première, c'est l'appui aux opérations. Et vous savez que la France est engagée dans de nombreuses opérations au quotidien, et donc il faut donner du renseignement à nos militaires en opération. Il y a l'appréciation autonome de la situation qui doit être donnée également à nos dirigeants, à la fois politiques et militaires. Et puis il y a l'évaluation de la menace à long terme. Et donc dans 20 ans, dans 25 ans, à quelles menaces nous devons faire face et comment nous y préparer. Des milliers de données sont ainsi collectées et analysées par les experts de la DRM. Leur objectif, faire ressortir la bonne information. Le renseignement d'intérêt militaire se construit à partir d'un cycle immuable. Tout d'abord, la DRM oriente ses recherches en fonction des demandes des autorités politiques et militaires. Puis, elle met en œuvre ses capteurs et ceux mis à disposition par les armées pour recueillir des informations. Ces données brutes sont ensuite interprétées par des spécialistes qui vont les traduire en un renseignement pertinent. Enfin, la DRM transmet ce renseignement aux décideurs politiques, aux chefs militaires et aux forces en opération. Les données récoltées proviennent de 4 grands domaines. Le renseignement d'origine humaine, le renseignement d'origine cyber, le renseignement d'origine électromagnétique qui englobe tous les moyens de télécommunication, et le renseignement d'origine image, des images issues des satellites d'observation, d'avions de surveillance ou de drones. Chaque jour, la DRM reçoit plus d'1 millier d'images et certaines proviennent de cet appareil. 20 mètres d'envergure, une discrétion sonore et visuelle assurée, une endurance de vol allant jusqu'à 24 heures. Le drone Reaper stationné au Niger, dans le cadre de l'opération Barkhane et sur la base aérienne 709 de Cognac en France, embarque des capteurs ultramodernes. Le cœur de mission du Reaper, ça reste le renseignement. Donc les capteurs principaux, bien entendu, sont la boule, donc qui est un ensemble optique capable de voir de jour, de nuit, différents niveaux de zoom.
Donc vraiment de faire du renseignement sur de longues périodes. Et c'est complété donc par un capteur radar qui permet de faire de l'imagerie radar et du suivi de mobile. Avec plus de 40 000 heures de vol depuis son engagement, le système Reaper joue un rôle clé dans les opérations menées dans la bande sahélo-saharienne. L'ennemi en BSS est un ennemi qui est fugace et va adapter son comportement en fonction de l'opération qui est menée. Et donc le Reaper, bien entendu, par sa persistance aérienne, va observer une situation pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et c'est ce qui va permettre vraiment de tomber sur le moment où l'ennemi va montrer des signes suspects et de transmettre ces signes suspects après à la chaîne de commandement qui prendra sa décision en toute connaissance de cause. Il faut se sortir de cet amalgame qui est fait avec une caméra volante. L'équipage est là pour analyser la vidéo. Donc ce qui sort en fait vraiment du système renseignement Reaper, c'est du renseignement et pas de l'information. Pour les toutes dernières informations que nous avons reçues, une livraison de matériel suspect aurait été livrée donc, au camp d'Irak à l'aide d'utilitaires. Au vu des observations qui ont été faites, c'est probablement du matériel qui servirait donc, à la confection d'IED. On sait qu'ils ont cette capacité. Donc au niveau des personnels, on cherche en particulier notre personne d'intérêt, plutôt trapu, habillé type paramilitaire, éventuellement avec un chèche rouge ou blanc. Donc pour l'utilisation des capteurs, au vu de ce qu'on recherche, on va plutôt faire un champ large un peu au début, essayer de détecter les véhicules. Du coup, tu vois quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à le dire. On zoome dessus pour caractériser un peu plus finement, passer la couleur, essayer de voir ce que c'est, si ça nous intéresse ou pas. Ouais. Ok, bon bah du coup, on part pour la mission. Dans le cockpit de conduite du Reaper, le capitaine Antoine, opérateur capteur, pilote la boule optronique. À l'aide de sa console, il navigue entre les fonctionnalités afin d'optimiser la collecte du renseignement. Ici, je vais pouvoir aller chercher du détail, donc zoomer, dézoomer, et en fonction de ce que je recherche, jouer avec mes capteurs pour voir que ce soit de la thermique, de la couleur, voilà, en fonction de ce qu'on recherche. À quelques mètres seulement, dans le cockpit renseignement, l'opérateur image analyse le flux vidéo de la caméra embarquée. À l'aide de captures d'images, il renseigne l'activité observée. Je vois qu'il y a quelque chose qui arrive là. Il y avait quelque chose qui arrivait dans l'écran. J'ai une porte passager qui s'ouvre. Un SUV. On fait la différence entre tout ce qui est véhicules utilitaires, véhicules de gamme civile, véhicules un peu plus militaires, donc du pick-up armé. Et pareil, pour tout ce qui est personnel, on va essayer de faire ressortir au maximum la couleur des vêtements, s'ils portent un couvre-chef spécifique. Le plus dur, après, ça va être de voir de l'armement, puisque les hommes sur le terrain sont conscients qu'ils sont observés, donc ils cachent de plus en plus leur armement. Donc c'est là que notre œil entraîné permet de détecter l'armement. Ah oui, bah là, ils sont tous en train de se rassembler. On va voir, parce que bien sûr, on sait qu'ils font des IED, alors donc bien sûr, on est intéressé à savoir s'ils creusent. Ah oui, il a un chèche également. Plutôt rouge, non? Ouais, c'est deux nouveaux packs. On peut observer les habitudes en fait, des personnes, les interactions, où est-ce qu'il a été, dans quel véhicule il monte, avec qui il est, etc. Tel un chef d'orchestre, le coordinateur tactique assure l'interface entre l'équipage et l'extérieur du cockpit. Connecté à la chaîne hiérarchique, il transmet en temps réel le renseignement collecté. Le premier snap, je serai Fana pour le récupérer, pour l'intégrer et l'envoyer en temps réel. Je te donne le snap alors. Ok, merci. Il y a un pack qui est repassé au niveau du portrait. Depuis 2020, l'armée de l'air et de l'espace a fait l'acquisition de 2 systèmes plus modernes encore, le Reaper Block 5. Un nouveau standard aux fonctionnalités accrues, liaison mieux sécurisée, vidéo en haute définition, mais ce n'est pas tout. Alors, la grosse plus-value, effectivement, d'avoir une capacité ROM qui va arriver à l'horizon 2022, c'est de rentrer dans la vraie dimension multicapteur. C'est-à-dire que là, on aura de l'imagerie, du renseignement d'origine électromagnétique, et donc ça permettra, là c'est pareil, de dynamiser encore plus la boucle des opérations, dans le sens où si on arrive à avoir une détection électromagnétique d'un élément particulier, on pourra tout de suite corréler cette détection électromagnétique avec de l'image. Et donc là, c'est pareil, donner encore plus d'éléments au chef pour lui donner une situation vraiment très claire. En attendant, la DRM peut compter sur les grandes oreilles de l'armée de terre. Au pied des Vosges, sur la route des vins d'Alsace, les antennes du centre de guerre électronique du 44e régiment de transmission se dressent à la fois imposantes et énigmatiques. C'est un des lieux les mieux protégés de France, les plus secrets aussi. Ce centre unique en son genre dont la partie enterrée représente l'équivalent de 2 terrains de football fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Le Centre de guerre électronique est un ouvrage qui a été conçu dans une logique post-guerre froide. Et donc, c'est une infrastructure très lourde, sécurisée, qui est capable de résister aux agressions les plus dures dans le cadre d'un conflit de haute intensité. Est-ce que vous avez pu suivre l'activité de l'état-major? Oui, comment? La mission de ce centre, produire du renseignement électromagnétique. Le renseignement d'origine électromagnétique consiste à intercepter une émission électromagnétique qui est émise à partir de n'importe quel type de moyen de télécommunication. Et notre objectif est de récupérer l'information qui est transmise entre deux émetteurs. Ces données proviennent de fax, d'emails, d'appels téléphoniques ou encore de liaisons au talkie-walkie. Pour des raisons de confidentialité, nous ne connaîtrons pas la portée des antennes. Une chose est sûre, ici, les opérateurs d'interception, les analystes du signal et les traducteurs travaillent tous les jours à partir de cibles réelles d'intérêt militaire. Alors actuellement, je prends l'interception que vous voyez ici en graphie et je la retranscris sur mon PV pour pouvoir tirer de l'information. Donc c'est en code Morse, ça c'est un langage qui se traduit directement en clair. Mais avant de retranscrire le signal, il faut parfois le casser. Un signal, c'est un petit peu comme un oignon. On transporte une information à la base et en fait, on va rajouter des couches par-dessus. Et en fait, mon boulot, moi, c'est à partir de ce que j'intercepte, c'est retrouver, en enlevant les couches, l'information. On le sait, la circulation de l'information est un vecteur important, voire décisif, surtout sur les théâtres d'opération. C'est pour cette raison que le régiment est également doté d'une composante mobile. Le rôle du module de déploiement d'urgence, qui est le module lourd du régiment, est basé sur les mêmes systèmes que ce que vous avez pu voir au centre de guerre électronique. Et nous assurons en opération extérieure la continuité du centre de guerre électronique, mais déployé sur le terrain, sur différents théâtres, en tout temps et en tout lieu. Alors, nous travaillons au profit du commandement du renseignement et de l'armée de terre, mais également au profit de la direction du renseignement militaire. C'est-à-dire que nos cibles sont définies par la direction du renseignement militaire et elle est directement destinataire de toute notre production renseignement. Donc, tout sera fusionné à la fois à l'échelle du théâtre par les groupements de recherche multicapteurs et par la direction du renseignement militaire. Un peu plus loin, c'est un module léger d'urgence plus rapidement projetable qui a été monté. Okay. Montre-moi alors la VU là. Donc là j'ai ma VU, j'ai mon casque qui descend le long, qui passe dans les passes câbles et qui rejoint le serveur. Ok. Alors moi, petit point de détail, j'ai vu tout à l'heure ton équipe de montage, tu lui as donné les ordres, c'était clair. Par contre, attention, toi, de bien les contrôler aussi. D'accord. Chaque détail a son importance. Un matériel mal monté, c'est le risque d'une mission avortée et donc d'une interruption des interceptions. Oui, il faut tout prendre en compte, il faut surtout prendre le terrain en compte avec un petit peu tout ce qui est électromagnétique, enfin surtout magnétique. Là, quand on regarde un petit peu, il y a du barbelé, il y a pas mal de grillage, donc on fait attention à notre zone d'implantation. Et surtout, c'est un gros travail qui est fait en amont, justement, pour arriver sur zone et se déployer au plus rapidement et obtenir justement du renseignement d'intérêt militaire au plus vite. Les missions qu'on suit nous apportent une certaine fierté, parce qu'on est vraiment au contact sans être vraiment sur les lignes de front. Donc on a tout dans les oreilles et on se sent vraiment impliqué dans ce qu'on fait. On se passionne vraiment très facilement au métier parce que en fait, la technologie dans laquelle on travaille évolue constamment. Un bond technologique, c'est ce qu'a réalisé le ministère des Armées en lançant en novembre dernier CERES, un système spatial de renseignement électromagnétique unique en Europe. Cette constellation de 3 satellites est capable de détecter des radars et des émetteurs de télécommunications depuis l'espace. Avec une couverture mondiale, elle peut désormais collecter des données sur des zones jusque-là inaccessibles et apporter aux armées une connaissance plus précise des capacités et des intentions adverses. Qu'elles proviennent de l'armée de l'air, de l'armée de terre, de la marine nationale ou des capteurs de la DRM, les informations collectées peuvent s'avérer capitales, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Ces précieux renseignements ont permis à l'armée française de neutraliser le chef du groupe État islamique au Grand Sahara, Adnan Abou Walid al-Sahraoui. C'était l'été dernier, l'épilogue d'une longue traque. Ça faisait en fait 4 ans que la DRM s'était focalisée sur le IGS, donc l'État islamique Grand Sahara.
Et donc la connaissance qu'avait accumulée l'ADRM au moment où le président Macron nous demande au sommet de Pau de faire l'effort sur le IGS était déjà important. Et donc en 2 ans, nous avons réussi quelque part à localiser les têtes de chaîne de l'EIGS et grâce aux armées et grâce au COS, réussi à neutraliser et faire prisonnier tous les responsables de l'EIGS aujourd'hui. Alors c'est pas définitif puisque bien sûr il y a une capacité quelque part à se régénérer, mais au moins pendant quelques mois et quelques années, on a fortement désorganisé l'État islamique au Grand Sahara. Le résultat d'un travail d'équipe engagé avec les armées, la DGSE et les services américains. Face à l'évolution constante des menaces, les coopérations entre services se multiplient. En France, on parle d'ailleurs de la Communauté nationale du renseignement qui est composée de 6 entités. La DGSE, la DRM, la DRSD pour Direction du renseignement et de la sécurité de défense sont rattachées au ministère des Armées. La DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure, dépend du ministère de l'Intérieur. Enfin, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, ainsi que Tracfin, qui lutte contre les circuits financiers clandestins, appartiennent au ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Et au-delà de cette communauté nationale, on va dire qu'il y a une communauté aussi internationale. Et nous sommes présents à travers les services de l'OTAN, les services de l'Union européenne. Et nous avons également des partenariats bilatéraux ou multilatéraux en fonction des différentes régions. Et donc très souvent, nous nous réunissons entre directeurs du renseignement militaire au sein de la région, par exemple Indo-Pacifique, ou sur des sujets très spécifiques que sont la Corée du Nord. Des rencontres durant lesquelles il n'est pas rare d'échanger du renseignement à haute valeur ajoutée. Et pour en obtenir, la DRM peut s'appuyer sur ses pôles d'expertise, comme le Centre de renseignement géospatial interarmé, à la pointe dans le domaine du GEOINT, le renseignement géospatial. La particularité, c'est que c'est du renseignement géoréférencé et daté. Et donc, on fusionne de la donnée provenant des armées, des théâtres d'opération et des partenaires de la DRM. Notre interaction avec les autres centres de la DRM, elle est de fait quotidienne, puisque nous, on doit s'alimenter avec des flux de données. L'ensemble du renseignement collecté sur une zone géographique est ainsi réuni sur une même carte. Il est ensuite analysé d'un point de vue spatial et temporel. Pour faire parler ces données, de nouveaux métiers ont fait leur apparition. À la croisée entre la géographie et l'informatique, ces spécialistes du GEOINT sont pour 40% d'entre eux issus du secteur civil. L'analyste, historiquement, reçoit des notes et donc il fait de l'analyse de texte et c'est beaucoup la mémoire de l'analyste qui constitue la base de connaissances. Pour le GEOINT, la base de connaissances, c'est la base de données, puisqu'on doit en avoir suffisamment pour produire des notes de qualité, pour nous aider à comprendre les événements, parfois peut-être même à les anticiper. Dans le renseignement, on aime bien savoir ce qui va se passer demain. Le GEOINT a permis, sur des opérations récentes au Sahel, d'identifier des modes d'action, un petit peu d'anticiper des lieux de vie, des lieux de repos, pour aider à la manœuvre finale. Ça aide les opérations, c'est bien notre finalité, en appui aux opérations. Pour chaque région du monde, plus d'une dizaine d'experts collaborent. Analystes de renseignements d'origine électromagnétique, cybernétique ou humain, cartographes ou même interprètes images. Donc ici, l'axe routier principal qui permet d'accéder en ville. On cherche la présence de pick-up et de pick-up armés dans le secteur. Ici, on peut observer effectivement une ligne de merlons qui protège l'ensemble de la ville et ici une position défensive sur laquelle on observe la présence de plusieurs pick-up que je vais donc aller plotter pour les ajouter en base de données. Tout plot logistique en fait qui pourra être utilisé par l'ennemi dans le secteur. Pour quadriller parfaitement le terrain, cette zone va être étudiée en parallèle à partir d'autres données. La donnée ROM va nous permettre d'apprendre un certain nombre d'informations sur la communication. Où est-ce qu'elle a eu lieu, à quelle heure, quel jour, qui est-ce qu'elle a mis en contact, avec qui, qu'est-ce qui s'est dit. Ces données vont aussi nous permettre d'avoir un certain nombre d'éléments qui vont être analysés afin de déterminer si l'activité semble d'intérêt et si elle est hostile ou non.
Le recoupement de ces renseignements va permettre ensuite à l'analyste géospatial d'exploiter ces données avec un autre regard. C'est là que rentre en jeu le véritable travail de l'analyste. On va traiter ces données sur une grille d'analyse qui va permettre de comparer dans le temps et dans l'espace l'évolution de ces phénomènes. Toutes ces données vont permettre de réaliser une analyse qui va être par la suite diffusée aux décideurs politiques et militaires ainsi qu'aux forces. Donc le GeoINT profite aux 3 niveaux de commandement. Le niveau stratégique, donc le niveau haut pour nos plus hautes autorités politiques et militaires, en transmettant des cartes et des notes de synthèse d'aide à la décision. Mais aussi au niveau opératif, donc pour les commandeurs de nos théâtres d'opération, pour les aider dans leur planification, dans leur conduite de leurs opérations. Et enfin, quand l'information est suffisamment précise, quand on a suffisamment de données, là c'est jusqu'au niveau tactique, et on va intégrer ces données dans le système de préparation des forces. Avec la multiplicité des capteurs, le volume des informations a explosé. Pour relever le défi de ce que l'on appelle le mur de la donnée, la DRM a entamé une transformation nécessaire après 30 ans d'existence. La DRM, c'est un gros bateau auquel on a rajouté différentes couches au fil du temps et au fil des évolutions. Donc on a rajouté des centres experts contre-terrorisme, on a rajouté des centres experts cyber, on a rajouté des centres experts géographiques. Mais maintenant, il faut créer de la cohérence de tout ça. Et donc l'idée maîtresse, ça va être de rapprocher la recherche de l'analyse et de créer donc des plateaux à la fois géographiques et des plateaux thématiques dans les prochaines années. La transformation de la DRM s'accompagne également d'une révolution numérique. Pour être au rendez-vous du big data, le ministère des Armées s'est doté d'une solution souveraine, utilisant les dernières technologies qui combinent intelligence artificielle et traitement massif de données multisources. C'est le programme Artemis IA. L'un des cas d'usage concerne le renseignement militaire. Tout part des capteurs. Donc vous avez des satellites dans l'espace, vous avez des avions dans le ciel avec des radars, vous avez des radars au sol, vous avez des caméras de vidéosurveillance ou des caméras qui sont embarquées dans des véhicules. Et tous ces capteurs génèrent beaucoup de données. Donc ces données sont rapatriées vers la plateforme à travers des réseaux sécurisés. Et ensuite, dans la plateforme, on traite automatiquement ces données. Une fois que ces données sont stockées, on applique sur ces données des traitements d'intelligence artificielle qui vont alimenter un moteur de recherche intelligent. Cet outil, en fait, les analystes vont pouvoir, avec une seule requête, récupérer toutes les informations qui sont relatives, par exemple, à une personne. Le but essentiel aussi, c'est de faciliter clairement le travail de l'analyste, de justement visualiser la donnée d'une manière bien plus intuitive que ce que l'on est capable de faire actuellement, en lui proposant à la fois un seul espace de travail où il va pouvoir corréler, recouper ces informations. Artemis IA propose différents filtres pour préciser la recherche de l'analyste. Visualisation cartographique, frise temporelle, graphe relationnel. À l'origine de cette solution souveraine, le regroupement d'acteurs français du numérique. La société ATA, qui réunit Atos et Thales, s'est aussi rapprochée d'entreprises comme Capgemini, Soprasteria Group et 6 startups. Alors, est-ce qu'on peut faire des recherches un peu connexes? C'est-à-dire, je rentre le mauvais nom à une ou deux lettres près, et le système me renvoie quand même à peu près tous les noms qui matchent, qui correspondent à la recherche que je viens de faire. Oui, alors dans les prochains développements seront pris en compte la sémantique et les erreurs potentielles orthographiques. Ouais. Ce qu'on constate, c'est que utiliser les technologies qui existent aujourd'hui sur le marché ne suffit pas et que pour répondre aux contraintes spécifiques du monde de la défense et en particulier celles du monde du renseignement, tout ce qui concerne la gestion de la confidentialité des données. Donc c'est typiquement le type de développement spécifique qu'on a dû faire, mais qui est aussi une des raisons d'être du projet Artemis. Donc pour ça, on a mis en place avec la DRM une démarche de développement qu'on appelle agile, dans laquelle on travaille main dans la main avec eux. C'est vraiment de la co-construction. Avec ce programme, nous sommes clairement engagés dans une course de vitesse. Et c'est pour cela que nous travaillons aussi étroitement avec les industriels et la Direction générale de l'armement pour pouvoir être beaucoup plus efficaces dans les développements. Les équipes de la Direction générale de l'armement et de la Direction du renseignement militaire sont actuellement en phase d'expérimentation. Le programme Artemis IA sera pleinement opérationnel en 2023. Il devrait bouleverser le mode de traitement de la donnée.
L'un des objectifs principaux du programme Artemisia pour la direction du renseignement militaire, c'est justement d'accélérer le tempo de l'analyse au profit des opérations. Et donc ça va concerner à la fois, bien évidemment, la direction du renseignement militaire, mais aussi toute la chaîne de renseignement qu'on appelle la fonction interarmée du renseignement, justement, et qui irrigue jusqu'au plus près des opérations. La DRM s'est réorganisée déjà en interne et s'est dotée d'outils pour pouvoir répondre en quelques heures à ce genre d'interrogation. Là, avec Artemis, le but, c'est de passer sous la barre des quelques dizaines de minutes pour analyser le renseignement et le transmettre le plus rapidement possible aux opérations. D'autres fonctionnalités seront proposées par cette plateforme. Parmi elles, un kit de développement qui permettra aux forces armées et aux industriels de créer des applications immédiatement compatibles avec Artemisia et de capter rapidement les innovations. Pour le renseignement d'intérêt militaire, la révolution est en marche. Les nouvelles technologies numériques vont profondément renouveler les modes d'action et faire évoluer les métiers. Une transformation indispensable pour assurer l'attractivité du renseignement militaire. En ligne de mire, le recrutement et la fidélisation de ces soldats de l'ombre ultra connectés qui, au quotidien, contribuent à la sécurité des Français.